Voilà, je crois qu'on y est. Voilà. Bonjour, bonjour à tous, à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Manage Éducation sur l'évaluation des établissements scolaires. C'est un sujet qui est chaud, qui est sur le feu, qui est d'actualité et qui peut tendre certaines organisations et certains EPLE. L'objectif de l'évaluation, c'est aussi d'apporter une transformation dans les établissements scolaires, une transformation notamment des pratiques professionnelles. Pour moi, une évaluation réussie, c'est une évaluation qui donne du mouvement à l'organisation, c'est-à-dire qui accompagne un mouvement qui est déjà initié, ou alors il faut initier un mouvement qui n'existe pas. Voilà. Tout état de cause, s'il y a une immobilité après une évaluation, c'est qu'on a raté quelque chose. Voilà. Donc, vous connaissez Manage Éduc. Alors aujourd'hui, petite précision, effectivement, c'est plus axé sur le second degré, nos interventions. On a bien pris note sur Twitter qu'il y avait des collègues du premier degré qui se posaient la question de comment adapter l'évaluation au premier degré. Ça fera l'objet certainement d'une réflexion collective pour apporter les réponses plus précises au premier degré lorsque l'évaluation deviendra un petit peu obligatoire. Elle est expérimentale dans certaines académies, mais c'est important. Alors, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat pour savoir, un, si vous nous entendez, c'est quand même mieux, et deux, de poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Manage Éduc, vous connaissez, hein, c'est une plateforme collective et collaborative entre pairs. Collectif et collaboratif, vous allez certainement entendre ces deux mots pendant les 45 prochaines minutes. Donc, ce travail entre pairs, il permet d'apporter beaucoup de choses aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, aux CPE, aux enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'est enrichi par un avis d'experts. Et aujourd'hui, on a Romuald Lenormand, sociologue et universitaire, qui a travaillé beaucoup sur l'évaluation des établissements en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça, c'est experts et pairs, c'est gagnant-gagnant pour nos pratiques quotidiennes, et ça, c'est enrichissant. Donc moi, je me présente, je suis Alain Flour, je suis chef d'établissement depuis 2014, d'abord dans la merveilleuse Académie de Lille, en éducation prioritaire renforcée, et depuis quelques années, le retour en Bretagne. Je suis aujourd'hui principal d'un établissement dans le Finistère. Et le Finistère, ça me permet de faire un lien, vous allez me dire, mais où il va ? Vous savez qu'on a les plus belles plages du monde dans le Finistère, et que de temps en temps, nous partons en mer, c'est ça qui nous intéresse. Et un peu l'évaluation, vous allez comprendre, lorsqu'on part en mer et lorsqu'on prépare une sortie en mer, on doit préparer, anticiper et mesurer les risques qui sont inhérents à cette balade. On doit mesurer la météo, les écueils, la marée, les vents contraires, le changement, la bascule de marée. Et l'évaluation, pour moi, c'est à peu près la même chose. Il va falloir préparer sérieusement, anticiper les écueils, et ne vous inquiétez pas, ils seront nombreux, et mesurer quelles sont les inquiétudes, quels sont les questionnements que se posent, bien entendu, les équipes, les parents, mais aussi les élèves. Donc ça, c'est important. Donc, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet avec Romuald. Une fois que ce soit présenté, j'ai une première question à poser à Romuald. À quoi ça sert une évaluation d'un établissement scolaire ? C'est une question qu'on a en tant que chef d'établissement très régulièrement lorsqu'on démarre cette démarche d'évaluation. Et on nous pose la question, mais à quoi ça sert tout ça ? Bien, bonjour à tous. Bon, tu m'as présenté, donc je vais pas le refaire pour faire gagner du temps un petit peu dans la discussion. Il me semble que déjà évaluer, c'est se questionner et c'est se poser les bonnes questions. Donc moi, j'aime bien parler d'évaluation finalement à partir de questions simples. Où on en est collectivement à l'échelle d'un établissement scolaire, où on en est finalement, tout le monde sait faire finalement, enfin tout le monde a appris à le faire. C'est le diagnostic. Chez l'établissement, c'est faire un diagnostic en gros des forces et des faiblesses de son établissement scolaire. La démarche d'auto-évaluation, c'est déjà un diagnostic partagé. Ce n'est pas le diagnostic individuel du chef d'établissement. Ce n'est pas le chef d'établissement qui se pose les questions tout seul. C'est le chef d'établissement qui fait en sorte que sa communauté éducative ou son équipe pédagogique se pose cette question: où en sommes-nous ? Mais ce n'est pas uniquement ça la démarche d'évaluation ou d'auto-évaluation d'établissement. C'est répondre à une autre question: où on va collectivement ? Vers où on va ?
Et ça a défini l'horizon du projet d'établissement. Et la démarche d'auto-évaluation, elle sert d'une certaine manière à construire, à défaut du projet d'établissement, un projet collectif. C'est emmener, tu parlais du voyage, et je trouve que la métaphore est assez belle, c'est emmener finalement un collectif vers un voyage de 3, 4 ans, le temps du fameux contrat d'objectif que le chef d'établissement signe avec les autorités académiques. Et au-delà du où et vers où, il y a le comment on y va. Et on oublie justement à trop souvent enfermer la démarche d'auto-évaluation dans une démarche diagnostique et dans une démarche formelle, un diagnostic basé sur des indicateurs. On oublie la question essentielle quand même qui est le comment on y va collectivement. Comment on arrive collectivement à se poser des bonnes questions, à formuler les bonnes questions, à identifier les problèmes, parce que identifier les problèmes et se poser les bonnes questions, c'est déjà trouver des solutions. Et puis, il y a une troisième question qui est liée, qui est comment nous le savons. C'est-à-dire que il est facile de dire tout va très bien, Madame la Marquise, et de remplir sa grille d'évaluation en, par exemple, je l'ai vu faire, en reproduisant les objectifs d'une politique académique déclinés sur les objectifs de l'établissement. Ça, ce n'est pas véritablement apporter la preuve d'où on en est, vers où on va et comment on y va. Donc, c'est véritablement être dans une authenticité avec ces équipes pédagogiques et de ne pas être dans le déclaratif, mais d'apporter la preuve finalement de ce que l'on avance, du point de vue pas seulement des faiblesses de l'établissement, parce que souvent on a une perspective un peu décliniste sur l'évaluation, mais d'abord partir de ce que l'établissement sait faire, a su faire par le passé, sur la base de l'expertise et de l'expérience accumulée par les équipes pédagogiques. Et justement, on parlait d'accompagnement, on parlait que c'est le plus facile, c'est de faire le diagnostic. Est-ce que justement, un des écueils, c'est quel rôle le chef d'établissement a dans cette préparation de l'évaluation? Est-ce que, et on sait, on se connaît aussi les chefs d'établissement, est-ce que l'évaluation est faite par et pour le chef d'établissement, c'est-à-dire qu'une évaluation, on aura les résultats qu'on a envie d'avoir? Voilà, ça aussi, ça peut être un biais, un défaut, un écueil. Ou est-ce que, comment faire en sorte que l'évaluation soit faite par et pour les équipes pédagogiques et pour transformer le collège et décliner 2, 3 objectifs sur lesquels on va pouvoir avoir un levier d'action. Donc, vous parlez souvent dans vos recherches de leadership du chef d'établissement. Quelles sont les limites de ce leadership et comment le chef d'établissement doit accompagner et préparer ses équipes à cette évaluation? Alors, c'est vrai que le leadership, d'abord, déjà, le titre de chef d'établissement n'aide pas beaucoup à penser les pratiques de leadership. Parce que le chef, c'est celui qui est dans un rapport d'autorité et de commandement avec ses équipes pédagogiques. Or, le leadership, ça peut être de l'autorité, mais ce n'est pas uniquement de l'autorité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'autorité. Mais l'idée, et c'est là largement démontré par la recherche, d'un leader héroïque ou d'un chef d'établissement héroïque qui, à lui seul, assumerait toutes les fonctions de la démarche d'auto-évaluation, eh bien, ça ne conduit pas forcément à des bons résultats. Donc, la démarche d'auto-évaluation, c'est l'idée d'un leadership partagé. D'un leadership partagé au sens où le chef d'établissement va partager des responsabilités, d'abord avec les membres de son équipe de direction, d'abord avec ensuite des représentants du corps pédagogique, par exemple, je sais pas, des enseignants qui sont professeurs principaux ou d'autres enseignants qui sont volontaires ou éventuellement des élèves qui veulent s'engager dans la démarche. C'est l'idée de partager les rôles et les responsabilités sur la démarche d'auto-évaluation, d'être dans un leadership partagé et de ne pas endosser tout le travail, qui est un travail qui peut s'avérer finalement assez fastidieux si le chef d'établissement l'endosse lui-même. Et puis, c'est un leadership distribué. Ça veut dire que la question quand même de la démarche d'auto-évaluation, c'est d'aller chercher des données et plus largement, moi je dirais des informations dans l'environnement d'établissement et faire en sorte que ces informations soient non seulement collectées, partagées, qu'elles produisent du sens et qu'elles permettent finalement aux individus, aux collectifs de se positionner et de voir plus loin et de faire un pas vers l'amélioration de l'organisation pédagogique de l'établissement. Et donc, leadership distribué, ça veut dire tout simplement que
comme support de la démarche d'auto-évaluation. On peut très bien avoir organisé des ateliers où finalement des enseignants vont se rencontrer, vont échanger entre pairs, des enseignants vont échanger avec des élèves, pourquoi pas avec des parents d'élèves. Ce sont des modalités diverses qui vont permettre justement une collecte assez large de l'information et des données dans l'établissement, qui peuvent les croiser avec les données existantes, parce qu'il existe évidemment des données que le chef d'établissement utilise souvent dans son pilotage pédagogique et éducatif. On voit qu'on est assez loin du leadership. Et puis, il y a à un moment la phase aussi de discussion avec les évaluateurs externes qui vont apporter évidemment d'autres éléments d'information et d'autres données. L'important, c'est tout simplement, en ayant un leadership distribué et en faisant en sorte que différentes équipes travaillent sous forme d'ateliers, et ça peut être des ateliers informels, ce n'est pas forcément des ateliers toujours formels dans un conseil d'administration. Ce n'est pas un conseil des ministres, hein, ce n'est pas le conseil pédagogique qui reproduit le conseil des ministres avec chacun qui vient avec ses intérêts, qui les défend, qui les porte très haut. Non, c'est plutôt des processus informels, des dispositifs informels où il va y avoir des échanges, on va construire la confiance, on va construire une compréhension de l'autre dans sa propre démarche, dans son propre fonctionnement, et surtout on va produire du sens dans la démarche, mais du sens aussi dans le fonctionnement de l'établissement scolaire. Donc, cette capacité à endosser un leadership distribué est, à mon avis, fondamentale pour conduire la démarche d'auto-évaluation, non pas comme une procédure, non pas comme le pilotage supplémentaire d'une structure, mais comme un processus. Et souvent, ce qu'on observe dans la littérature de recherche internationale et dans les expérimentations qui ont été conduites, notamment en Europe, sur la démarche d'auto-évaluation, c'est de dire que l'auto-évaluation, c'est tout simplement une enquête collective, une enquête à plusieurs, et chacun a sa part à jouer dans cette enquête collective. Effectivement, on avait dit tout à l'heure en préambule que le collectif et le collaboratif étaient importants. Aujourd'hui, avec le recul, que ce soit l'évaluation de l'établissement dans lequel je suis ou en tant qu'évaluateur externe, on s'est aperçu quand même que les équipes avaient une vision qui pouvait être différente. L'établissement tel qu'il se voit et l'établissement tel qu'il est vu par les évaluateurs externes peuvent être différentes. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez évoqué, lorsqu'on a préparé ce webinaire, un avis critique positif sur ces différences, justement. Avis critique, de temps en temps, on appelle ça négatif, on a une vision un peu négative de la chose. Et pourtant, lorsque les évaluateurs externes et qu'on fait un processus d'auto-évaluation, cet avis critique, obligatoirement, il arrive en support pour améliorer les choses, améliorer les pratiques. Comment c'est perçu, ça, cet avis critique que moi, je considère comme positif, mais que certains pourraient considérer comme étant très négatif, comme un miroir de ce qu'ils font ou surtout de ce qu'on ne fait pas dans l'établissement? Alors, d'abord, dire que la démarche d'auto-évaluation nourrit effectivement des pratiques collaboratives ou une forme de coopération dans l'établissement, ça me semble essentiel, parce que tout simplement, ce que montre la recherche internationale, c'est que les pratiques collaboratives, les pratiques de coopération entre enseignants ont des effets sensibles sur l'amélioration de la réussite des élèves dans les apprentissages fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qui est largement corroboré par la recherche internationale. Donc, si la démarche d'auto-évaluation peut soutenir justement ce travail collaboratif à travers une enquête collective sur là où on en est, vers où on va, comment on y va, etc., ça me semble évidemment être quelque chose d'essentiel parce que c'est une façon d'utiliser la démarche d'auto-évaluation pour soutenir ce que moi, dans mon jargon, j'appelle un développement professionnel continu des équipes pédagogiques, et c'est relativement important, c'est-à-dire une formation continue qui se fait à l'échelle de l'établissement avec une promesse quand même de ceux qui s'engagent dans la démarche d'auto-évaluation, d'avoir ensuite un accompagnement et une ressource pour travailler finalement sur les pistes d'amélioration de l'établissement scolaire. Donc ça me paraît essentiel, cette démarche collective, et puis c'est tout simplement aussi de la réflexivité, c'est de produire de l'intelligence, et on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc d'une certaine manière, il y a toujours une intelligence qui sort de la mobilisation du collectif. Alors après, effectivement, l'établissement collectif ne peut pas forcément se penser tout seul. Tout simplement parce que, comme n'importe quel individu, on est prisonnier de nos routines, nos façons de penser, qu'il peut y avoir une culture propre à l'établissement, il y a des habitudes qui sont prises, et donc des routines organisationnelles. Et donc, l'établissement est un peu prisonnier finalement de ça. Et donc, il a besoin d'un regard extérieur. Donc, l'avantage de la démarche d'évaluation,
c'est de nourrir un dialogue, et un dialogue qui se veut constructif et compréhensif avec la démarche d'auto-évaluation pour discuter des pistes d'amélioration finalement de l'établissement scolaire. Alors évidemment, la posture de l'évaluateur externe est très importante. C'est ce qui est montré aussi par les travaux de recherche internationale qui sont intéressés à ces questions. Ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire le retour d'information de l'évaluateur externe une fois qu'il a fait son évaluation. Si ce feedback, ce retour d'information est positif, s'il est là pour encourager les équipes, s'il est là pour pointer les problèmes et montrer aussi la dynamique de réussite qui s'est installée dans l'établissement, il est là pour encourager les équipes, pour les aider à faire un pas plus loin, pour les accompagner, pour leur promettre au moins un accompagnement sur un temps long, à ce moment-là, la démarche d'évaluation externe va bien être reçue par l'équipe pédagogique et par l'équipe de direction et va entraîner véritablement une dynamique d'amélioration continue. Si par contre, l'évaluateur externe confond la démarche d'évaluation externe avec du contrôle et une sanction, ben là, finalement, on n'aime pas se faire engueuler. Donc, généralement, ça va avoir plutôt des conséquences négatives sur le climat de l'établissement. Et on peut toujours définir des pistes d'amélioration de manière complètement extérieure. Ce n'est pas pour ça que, finalement, ensuite, les collectifs de ceux qui ont travaillé et qui ont passé du temps vont s'engager dans ce travail de révision de l'organisation pédagogique ou des pratiques pédagogiques. Donc ça, c'est un élément critique, mais c'est un élément de critique positive de l'évaluation externe. Il y a un autre élément critique, alors que j'ai un peu de mal à faire comprendre en France, parce que c'est toujours un peu compliqué dans la structure française, c'est l'idée que la démarche d'auto-évaluation peut être accompagnée, elle aussi. Elle peut être accompagnée par un ami critique. Alors, c'est quoi l'ami critique? L'ami critique, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à l'établissement, qui a une certaine expertise, qui apporte un regard nouveau sur l'établissement, qui aide à conduire la démarche, à se poser les questions, et qui est ami de l'établissement parce qu'il est là pour aider l'établissement à progresser. Mais en même temps critique, parce qu'il n'est pas de l'établissement scolaire, qui ne partage pas la même culture professionnelle, qui n'a pas les mêmes habitudes, il a une certaine distance et peut finalement apporter son grain de sel là où finalement on ne veut pas identifier le problème et on adopte une politique de l'autruche parce qu'on ne veut pas regarder le problème. Lui, il va pointer le problème, mais il va le pointer positivement. Et ce travail d'amis critique, il est très important au point que, par exemple, les Anglais, quand ils ont mis en œuvre leur démarche d'auto-évaluation, ils avaient mis en place la démarche d'auto-évaluation de l'établissement, plus une évaluation externe qui était conduite par l'inspection, puis ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Il fallait non seulement une triangulation des données, il fallait du dialogue, un dialogue constructif, mais il fallait avoir cet ami critique comme levier. Et ils ont créé une fonction, le School Improvement Partner, qui veut dire le partenaire de la dynamique de changement de l'établissement scolaire. Et qui est-ce qui faisait fonction? Qui était l'ami critique? Eh bien, c'était des chefs d'établissement. C'était des chefs d'établissement, mais c'est des chefs d'établissement qui n'appartenaient pas à la circonscription de l'établissement scolaire, qui connaissait une auto-évaluation ou une évaluation externe. Ils venaient d'une autre circonscription, donc ils n'étaient pas jugés partis. Ils intervenaient véritablement avec une posture relativement neutre et distanciée. Et là, pourquoi est-ce que les Anglais l'ont fait? Ce n'est pas juste pour le plaisir de créer un ami critique, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça permettait d'améliorer le dialogue, ça renforçait la confiance et ça créait vraiment des vraies dynamiques de transformation finalement de l'organisation pédagogique de l'établissement scolaire. C'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe. Moi, je me rends compte dans mon auto-évaluation, rapport interne d'évaluation, je l'ai fait lire à des anciens dans mon réseau nordiste, puisque j'arrivais en Bretagne. Et c'est vrai que cet échange d'amis critiques, alors oui, ce réseau-là, il est important. Et je pense que cette notion d'amis critiques qu'on n'a pas, nous, on est assez… Moi, je fais de la plongée sous-marine. Tout ce qui se passe dans l'établissement, c'est un peu ce qui se passe sous l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais si tu n'as pas un ami critique, quand tu plonges jamais tout seul, j'imagine. Voilà. Et puis quand on est sur le bateau, les gens ne racontent pas tout à fait ce qui se passe sous l'eau. Voilà. Et voilà. Et tu as besoin d'un ami critique qui va dire à un moment, hop, il faut remonter parce que tu risques de manquer d'oxygène. Enfin, je suis pas spécialiste de la plongée, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas cette culture. Voilà. On n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture de se montrer. Un accompagnement sur un temps long. Ça peut être un accompagnement sur la démarche d'auto-évaluation, ça peut être un accompagnement sur le développement professionnel de l'équipe aussi, tu vois. C'est un peu la fonction du conseiller pédagogique, d'une certaine manière, dans le primaire, si tu veux, qui
qui, bon, s'il n'est pas un formateur prescripteur qui vient avec ses idées tout préconçues, puis qui dit il n'y a qu'à Faucon à ce moment-là. Non, mais sinon, le conseiller pédagogique joue un petit peu ce rôle-là. Mais surtout, ce n'est pas une question. Parce que moi, quand je lançais l'idée d'amis critiques, on me disait quel statut, quelle position, etc. dans la hiérarchie. Ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt une fonction, en fait. C'est une posture. Donc, un chef d'établissement peut être ami critique, un formateur peut être ami critique, un inspecteur peut être ami critique. C'est plutôt la posture que tu adoptes vis-à-vis, finalement, d'équipes pédagogiques et d'équipes de direction qui sont en transformation, en fait. Et tu les aides à réfléchir. Et ça, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir. Non, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir, il ne faut pas avoir peur de l'asymétrie et de la différence, parce que c'est celle qui enrichit d'une certaine manière l'intelligence collective. D'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur de son ombre, ni de l'ombre des autres, d'une certaine manière, mais voilà, il faut, d'une certaine manière, accepter cette ouverture à l'autre, avec sa différence. Je voudrais revenir au rapport. Donc, il y a deux rapports. Le rapport interne qui est fait dans l'établissement, et prendre quelques minutes sur ce rapport interne. On a de temps en temps, pour ne pas dire tout le temps, l'habitude de construire ce rapport sur des indicateurs. Des indicateurs qui nous rassurent, qui nous donnent ce sentiment d'obtenir des objectifs, ce que tu parlais tout à l'heure des contrats d'objectifs. Est-ce que c'est une bonne entrée de faire un rapport d'auto-évaluation ou d'évaluation interne avec des indicateurs? Est-ce que c'est une partie de la solution? Est-ce qu'on doit prendre tous les indicateurs? Ou est-ce que les indicateurs, quelque part, on leur fait dire ce qu'on a envie d'entendre? Alors, les indicateurs, ils existent, ils sont produits, comme vous le savez, par les autorités académiques et au-dessus par l'ADEPE, par le ministère. Bon, ces indicateurs, ce sont des éléments d'information, évidemment, qu'il faut prendre en compte, parce qu'ils donnent des renseignements sur l'activité passée de l'établissement, sa composition sociale, sa valeur ajoutée, etc., etc. Donc, ce sont des indicateurs qui sont pertinents. Mais se pose deux questions. C'est pas parce qu'un chef d'établissement maîtrise les indicateurs que les membres de son équipe pédagogique ou sa communauté éducative vont maîtriser les indicateurs. Comment faire transmettre d'une certaine manière l'intelligence des indicateurs à un prof de lettres qui est devenu prof de lettres parce qu'il a échoué en mathématiques? C'est un vrai problème. Donc, moi, j'ai vu quand j'étais prof de sciences économiques et sociales, la difficulté que j'avais à expliquer à des élèves de seconde, la différence entre un pourcentage de répartition et un pourcentage d'évolution. Et les adultes, ils sont pareils, comme mes élèves de seconde anciens. Donc, d'abord, il y a tout un travail de traduction des indicateurs que doit opérer le chef d'établissement pour les rendre compréhensibles et appropriables d'une certaine manière par les membres de la communauté éducative. D'accord? Ça, c'est un vrai travail du chef d'établissement. Et là, ça permet de produire du sens, effectivement, sur les indicateurs. Mais tout ne peut pas se mesurer ou s'évaluer par des indicateurs, parce que vous le savez très bien, comme chef d'établissement, il y a des indicateurs qui ne permettent pas de rentrer de manière suffisamment fine et granulaire dans le fonctionnement pédagogique de l'établissement scolaire. Ce qui est l'enjeu quand même, au-delà de la réussite des élèves, au-delà du climat scolaire et du bien-être, au-delà des partenariats, je reprends le cadre d'auto-évaluation nationale dans lequel vous inscrivez, il y a le fonctionnement de l'établissement scolaire, et ce qui est en jeu, c'est le fonctionnement pédagogique. C'est comment les enseignants travaillent ensemble, comment ce travail en commun a des effets dans les situations pédagogiques et comment ça contribue, in fine, à l'amélioration de la réussite des élèves. Donc, il faut, d'une certaine manière, coupler ces indicateurs quantitatifs avec des indicateurs plus qualitatifs. On dit dans le jargon des faisceaux d'indices, collecter des faisceaux d'indices. Et là, on peut mobiliser les membres de la communauté éducative pour aider, d'une certaine manière, à cette mobilisation du faisceau d'indices. Parce que, par exemple, un compte-rendu d'un conseil pédagogique, ça donne une information sur le fonctionnement de l'établissement. Un compte-rendu de conseil de classe ou d'un conseil de discipline, ça donne des informations sur l'établissement, le fonctionnement de l'établissement scolaire. Mais on peut mettre finalement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enseignants et des élèves à échanger sur une thématique donnée. Ça fait un focus group et ça va apporter des informations. On peut demander, par exemple, à une équipe de se projeter sous forme de carte mentale en disant tiens, alors faisant travailler par exemple sur un diagramme assez simple, diagramme SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Il y a plein de choses qui vont sortir de la discussion et ça va alimenter la grille d'analyse de l'auto-évaluation. Donc, il ne faut pas prendre indicateur
dans un sens trop strict, mais c'est plutôt des indicateurs qui sont là pour alimenter la discussion, qui vont générer une production d'informations collectives à l'échelle d'établissement qui va permettre de reproduire intelligemment, finalement, la grille, enfin, produire intelligemment les informations du cadre de la grille d'auto-évaluation. Les Écossais l'ont très bien compris quand ils ont lancé la démarche. Ils font des indicateurs qui sont là, ils les utilisent, mais ils font des entretiens avec les profs, des entretiens avec les élèves, des entretiens avec les parents d'élèves, ils font des observations de classe, et tout ça permet pour eux une triangulation des données et permet un dialogue et la construction de la confiance. Donc le mot d'ordre, ce n'est pas tellement indicateur, c'est triangulation des données et construction de la confiance sur construction d'une base d'information commune qui permet de générer une confiance et qui permet de générer un rapport authentique finalement à la situation, au contexte de l'établissement. Alors moi, clairement, pour éclairer ce que tu dis, j'ai un exemple très précis de mon établissement lorsque je suis arrivé. Alors, mon établissement, l'établissement, j'aime pas le possessif, n'est pas terrible. On avait un taux au DNB assez extraordinaire de quasiment 99-100%, mais on avait un taux de poursuite d'études de la 6e à la 3e de 60%. On était un des taux les plus faibles du Finistère. Donc, obligatoirement, comme on perdait 40 élèves, à peu près, la cohorte, c'est une centaine d'élèves, on perdait 40 élèves entre la 5e et la 4e pour 3e prépa pro, MFR, etc. Eh ben, les résultats au DNB sont excellents, mais on n'en voit que 60% des élèves au DNB. Un des axes, justement, de l'auto-évaluation interne, ou du rapport interne, ça a été cet axe-là. Comment garder nos élèves en leur permettant de poursuivre leur scolarité dans l'établissement, en ayant une qualification à la fin. Et on a mis en place un certain nombre de choses. Les mini-entreprises, les quatrièmes un peu à projet, permettre à des élèves d'aller en stage. Donc derrière, ce que tu disais, c'est un indicateur brut avec une triangulation, avec des faisceaux d'indices et des propositions. Et ça, c'était intéressant. Et, moi, je veux rendre à Gérard Johan, inspecteur d'académie SVT sur Rennes, la paternité de ce que je vais dire. Il a classé, lorsqu'on allait visiter les établissements, il a classé ça en 4 leviers, en fait, 4 paliers. Le premier palier, c'était que dans un établissement scolaire, le palier 1, c'est que les gens se connaissent. Ne travaillent pas ensemble, se connaissent. Il y a du respect dans la salle des profs, mais échangent très peu sur leur pratique professionnelle. Et il y a des établissements qu'on a évalués et qui sont dans cette stratégie-là. Les gens font leur travail, mais, alors je ne veux pas dire ça à minima, c'est peut-être pas une belle expression, mais c'est un peu ça. Le deuxième palier, c'est collectivement, on commence à échanger un petit peu. Les gens s'informent de ce qui se passe dans l'établissement, sur le contexte socio-économique, sur le contexte des partenaires. Alors je vous donne un exemple sur le taux de chômage dans le territoire du collège, d'implantation du collège ou du lycée. C'est des choses importantes. Voilà. Il y a une information, mais ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est on commence collectivement à construire quelque chose. Et là, nous, on s'est aperçu que beaucoup d'établissements étaient entre le 2 et le 3. Voilà. Et le niveau 4, c'est de manière collaborative, on travaille sur des thèmes, on se met autour de la table, on a des thèmes, des fils rouges, en conseil pédagogique ou dans un autre lieu, avec des espaces numériques, par exemple, de travail, et on travaille sur l'école inclusive, comment accepter les élèves, comment pas accepter, comment mieux accueillir les élèves avec des besoins particuliers. On a travaillé sur les compétences, on a travaillé sur l'ouverture internationale, sur des thématiques importantes comme le climat scolaire aussi. Donc, collectivement et de manière collaborative, on trouve des solutions et on n'hésite pas à innover, à essayer. Mais ça ne veut pas dire que ça va tout de suite marcher. Donc, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'établissements entre le niveau 2 et le niveau 3 et que l'objectif d'une évaluation, c'était de permettre de franchir un niveau et de progresser petit à petit. Et lorsqu'on est au niveau 1, c'est à nous de trouver les solutions, c'est d'organiser collectivement des temps d'échange. Mais un établissement où il n'y a pas de temps d'échange, il n'y a pas d'espace collaboratif, c'est un établissement qui ne peut pas évoluer et être en mouvement. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça t'inspire. Ce que ça m'inspire, c'est que tu as, d'une certaine manière, trouvé par la pratique et l'expérience ce que dit la recherche internationale sur la conduite de la démarche d'auto-évaluation, couplée justement à l'idée d'un développement professionnel continu des équipes. Hein. C'est-à-dire que progressivement,
par tout un travail de pratique collaborative, on amène finalement les équipes pédagogiques à être dans une démarche de recherche-action permanente, si tu veux, d'enquête permanente qui va permettre, si tu veux, à partir de l'analyse des informations dans l'établissement, de progressivement être sur une logique d'identification des problèmes et de leur résolution. Et donc, ça nécessite finalement une certaine forme d'ajustement, de flexibilité permanente des équipes et pas justement un pilotage par la structure. C'est véritablement pas une procédure. Et on voit bien que dans ce que tu dis, la démarche d'auto-évaluation n'est absolument pas une procédure, c'est un processus, c'est un voyage. Et on ne sait pas, on sait où là où commence, mais pour reprendre la métaphore du voyage maritime que tu décrivais au début de notre échange, bah c'est tout simplement un voyage au long cours avec sa part d'incertitude, mais aussi de rencontres qui vont permettre progressivement de solidifier d'une certaine manière le diagnostic de départ, de l'améliorer, de mettre finalement les équipes pédagogiques dans des positions de reconnaissance collective des problèmes qui s'opposent à eux et d'exercice de réflexivité, de créativité nécessaire pour résoudre ces problèmes qui se posent à eux. Donc ça, à mon avis, c'est une démarche d'auto-évaluation réussie. Et c'est justement ça qui marche dans la démarche d'auto-évaluation. Ce n'est pas justement une démarche d'auto-évaluation qui serait fixée sur les indicateurs, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, qui va réifier les indicateurs et qui va s'enfermer finalement dans une auto-évaluation diagnostique. Parce que à trop... Tu sais, il y a un chercheur sur l'évaluation qui a dit une formule célèbre, c'est déjà une formule qui date des années 70, il disait, il écrivait même que plus on met la pression sur un indicateur, plus il a tendance à corrompre le processus qu'il est censé mesurer. Tu vois, et donc, c'est ça, c'est-à-dire fixer trop sur les indicateurs, ça conduit finalement à des effets pervers. Des effets, par exemple, d'œillère, comme tu le disais, on se fixe sur certains résultats des élèves et on oublie d'une certaine manière la liaison, je ne sais pas, école-collège et l'orientation des élèves après leur examen. On est dans une relative myopie. On est tellement fixé sur des indicateurs qu'on oublie d'analyser, d'évaluer des pans entiers du fonctionnement de l'établissement scolaire, notamment dans sa dimension pédagogique. On peut aussi s'être habitué à des indicateurs et d'être dans une espèce de routine cognitive sur les indicateurs. Et alors à ce moment-là, il y a une forme, à travers les indicateurs et la permanence de la collecte des données, toujours sur les mêmes indicateurs, une forme d'ossification de la structure de l'établissement scolaire. Tu vois, ça, les effets pervers qui ont été largement repérés, si tu veux, par la recherche internationale quand ils ont suivi justement les démarches d'auto-évaluation et d'évaluation des établissements scolaires. Donc, si tu veux, la démarche d'auto-évaluation, c'est effectivement celle-là. C'est une démarche qui est orientée vers le développement professionnel des équipes. Hein. Donc, c'est une démarche, c'est une démarche qui se construit par le bas, qui est continue. C'est une démarche, comme tu l'as dit, qui est dynamique, d'une certaine manière. Alors, c'est une démarche qui prend du temps. Il faut accepter de perdre du temps avec les équipes, mais c'est du temps gagné par la suite. Il faut accepter cette stratégie de détour, d'une certaine manière. Et c'est relativement important. C'est une démarche qui est flexible, qu'on ne peut pas forcément planifier. Donc, il faut sortir un petit peu du régime du plan. Et puis, c'est une démarche avec sa part de risque, sa part d'incertitude, mais qui se pose la question, tout simplement, je reviens au questionnement, prenant l'exemple à Singapour. Dans les instructions officielles à Singapour, la question est, qu'apprennent nos élèves? Qu'est-ce que nous, collectifs, enseignants, communauté éducative, nous devons apprendre pour que nos élèves apprennent mieux? Que ferons-nous si nos élèves n'apprennent pas? Et que ferons-nous si nos élèves ont déjà appris et savent déjà? Tu vois? 4 questions. Et c'est ça qui structure les démarches, si tu veux, d'auto-évaluation dans les établissements scolaires à Singapour, même s'ils ne parlent pas d'auto-évaluation, parce que d'une certaine manière, cette espèce d'enquête collective est devenue une régulation permanente. Elle est intégrée, quoi. On ne pose même plus dans les systèmes qui ont été très loin dans la démarche d'auto-évaluation, le cadre a disparu. C'est devenu des pratiques informelles. Hein. Justement, ce qui est intéressant, c'est on a, et je pense que les collègues qui nous suivent là aujourd'hui, identifié assez facilement les freins. Les freins à une évaluation réussie, des freins qui peuvent être aussi bien des pensées des personnels, des pensées ou des consignes syndicales aussi. Nous, on doit faire face à ces consignes, à ces idéologies, et c'est tout à fait louable, et il faut convaincre.
Moi, j'avais comme mentor dans l'Académie de Lille Régis Vérac, qui est proviseur de vie scolaire et qui m'expliquait qu'il y a 3 tiers. En fait. Enfin, ouais, le premier tiers va être convaincu, le dernier tiers va être réfractaire, et toute l'idée, elle est d'amener avec vous ce tiers de personnes qu'on doit convaincre, un petit peu comme les abstentionnistes actuellement, oui, qu'on doit convaincre, qu'on doit aller vers ces gens-là. Et on doit, de manière, effectivement, c'est un temps long, alors on n'a pas le temps de le développer là, mais la temporalité du processus d'évaluation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On n'arrive pas en conseil pédagogique au mois de juin en disant l'année prochaine, en septembre, on en fait une, parce que là, on va prendre une claque. Il faut donc bien préparer, avoir une temporalité, conseil pédagogique, conseil d'administration, pré-rentrée, atelier comme tu l'as préconisé, pour faire un groupe de pilotage qui est le plus exhaustif possible et qui représente l'établissement, y compris avec ses difficultés. On a beaucoup d'établissements qui font des groupes de pilotage un petit peu trop pédagogiques. Je l'écrivais que c'était le précieux du fameux Seigneur des Anneaux, la pédagogie, mais c'est un peu ça. Donc, il faut de la place pour tout le monde et ça demande du temps. Alors, on n'a pas, pour le coup, pas le temps de le développer, mais ça, c'est intéressant de se dire qu'il faut convaincre, et ça revient à la notion de leadership. Il faut convaincre les gens que ce n'est pas une étape de plus et que ça peut être un atout assez formidable de l'établissement à partir du moment où on arrive à amener avec soi et à poser les vraies questions et que ce soit nous, à la limite, on s'efface au fur et à mesure. Une évaluation réussie, c'est le chef d'établissement va s'effacer au fur et à mesure devant les échanges, les débats, le travail collaboratif des équipes. Et ça, je pense que, pour le coup, un indicateur de la réussite, c'est lorsque l'évaluation, c'est le fruit de réflexion, de débats, je pourrais même dire de débats un petit peu enflammés, des fois, des enseignants, des équipes entre elles, et que nous, on prenne beaucoup de recul par rapport à ça, et qu'on s'enrichisse du débat, et qu'on est là on écoute, on reprend, on relance. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Plutôt que ce soit uniquement le chef d'établissement qui pilote ça, ça doit être un pilotage collectif, comme tu l'as dit tout à l'heure, un leadership, je ne sais plus comment tu l'as dit, délégué, oui. Voilà, délégué, distribué. Et je pense qu'une des clés de la réussite, c'est de faire avec ces freins, de bien les identifier, comme on disait au début, et d'amener avec nous des enseignants, des équipes, même si elles sont réfractaires, il faut quand même les amener avec nous. Et justement, c'est le nombre qui fait la différence. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas, mais si vous réussissez une évaluation et que les gens bougent et qu'il y a un mouvement, les gens ne resteront pas sur place. Les gens seront obligés naturellement d'accompagner ce mouvement si on veut que l'établissement soit une organisation collective et collaborative. Voilà. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a dans la démarche d'auto-évaluation un effet d'entraînement collectif. Et c'est la même chose, d'une certaine manière, dans le développement professionnel continu, qui, à mon avis, doit être lié à cette démarche. Ça veut dire que c'est un travail un peu ingrat pour le chef d'établissement. C'est un peu à l'image de l'enseignant qui met en place toute une pédagogie, qu'il a beaucoup pensé en amont et qui observe, d'une certaine manière, ses élèves en train de faire et en train de réussir et dans des dynamiques d'apprentissage. C'est la même chose au chef d'établissement, c'est-à-dire qu'en amont, il doit beaucoup réfléchir à sa stratégie pour placer les uns les autres dans une dynamique collective, réflexive, cyclique, en termes d'amélioration continue, etc. Mais quand les choses prennent et quand les choses marchent, il y a toujours finalement d'abord des gens qui se lancent. C'est un peu comme se jeter dans la piscine quand on ne sait pas nager, d'une certaine manière. Quand tu parlais de la plongée, quand on ne sait pas plonger, il faut bien qu'il y en a qui se lancent et qui montrent l'exemple. Et ceux qui n'ont jamais plongé vont suivre parce que simplement, il y en a qui se sont mis à l'eau. C'est un petit peu la même chose. Mais du coup, c'est cette position de retrait du chef d'établissement, cette position, et c'est un peu compliqué chez nos chefs d'établissement, qui n'ont pas vraiment été bien formés pour ça, c'est le lâcher-prise d'une certaine manière. C'est laisser suffisamment d'autonomie aux équipes pour qu'elles soient suffisamment créatives et réflexives pour conduire la démarche d'auto-évaluation, se l'approprier, produire des données intéressantes qui vont nourrir leur développement professionnel continu. Il y a deux questions, pardon. Il y a deux questions, Romuald, excuse-moi. Temps long, ouais. C'est-à-dire que la démarche, c'est 24 mois minimum pour voir des transformations s'opérer. Et moi, je parle souvent de transformation silencieuse parce que finalement, les gens changent, les équipes changent, mais on ne le voit pas forcément. On le voit 18 mois plus tard ou 24 mois plus tard. Oh là, cet enseignant, il ne parle plus comme il parlait quand j'ai lancé la démarche. Donc, il faut aussi laisser ce travail de maturation se faire parmi les équipes pédagogiques. Tout à fait. Il y a deux questions. Il y a une première question, combien de temps pour préparer l'évaluation
ce processus, d'ailleurs, j'aime bien l'idée de processus et pas d'évaluation, processus d'évaluation. Je pense que ceux qui seront dans la phase de 2022-2023 devraient commencer d'ici la fin de l'année à préparer les équipes pour l'auto-évaluation. Alors, moi, j'ai clairement eu une séquence où il faut éviter. L'évaluation chez les enseignants, notamment, est soumise de temps en temps à une obligation de moyens. Je vous invite à ne pas faire l'évaluation au mois de janvier ni au mois de février, au moment où la DGH arrive. Il y a une confrontation entre l'ambition, une certaine ambition, puis une réalité, des fois, qui n'est pas tout à fait en corrélation. Donc, si on peut négocier avec les inspections, avec le rectorat. On peut aussi choisir, anticiper, avancer, retarder cette évaluation. Ça a été fait dans l'Académie de Rennes. Ça a été assez souple en termes d'organisation, en termes de calendrier. Donc, je pense qu'il faut… Il y a des calendriers institutionnels qui diffèrent d'une académie à l'autre en fonction, entre guillemets, du pilotage et des autorités académiques. Moi, personnellement, je trouve que le calendrier institutionnel est trop étroit, qu'il devrait plutôt s'étendre pour laisser faire justement ces dynamiques collectives d'apprentissage professionnel, de travail en atelier et d'aller chercher des informations qui vont vraiment produire du sens pour les équipes pédagogiques et qui vont permettre de mieux comprendre les pistes d'amélioration qui vont être dégagées par le croisement de l'évaluation interne et externe. Donc, moi, je suis plutôt pour un temps long de la démarche d'auto-évaluation et une auto-évaluation cyclique, c'est-à-dire qui se reproduit d'année en année avec un effet d'expérience, un effet d'apprentissage pour les équipes, sachant qu'on peut faire des erreurs quand on commence dans la démarche d'auto-évaluation, tout n'est pas parfait, mais penser que c'est une dynamique qui s'inscrit dans un temps long, et je pense que le temps long, c'est le temps du contrat d'objectif. Parce que si on veut avoir des effets, il faut se donner ce temps. Il faut se donner ce temps de maturation des équipes et de la communauté. Mais c'est vrai que cette notion de transformation silencieuse, elle est importante. Et elle est importante aussi, et ça, je parle à mes collègues chefs d'établissement, et on en a parlé en préparant ce webinaire, sur le leadership héroïque, c'est-à-dire ce sentiment qu'on va, à l'issue de l'évaluation interne et externe, avoir 2-3 pistes de réflexion. Ça peut être l'école inclusive, enfin là, il y a plus le climat scolaire, l'oral, l'affluence, etc. Et une de nos erreurs, chef d'établissement, c'est dans les 3 mois qui suivent de faire des grandes réunions, des grandes manifestations pour dire « vous avez vu, on a fait quelque chose, c'est impressionnant », alors que ça demande du temps long, et c'est des petites choses qui vont réussir. Effectivement, comme tu dis, ce temps long, il est important, il est très important. Et nous, de temps en temps, alors j'ai été adjoint, alors les collègues adjoints ne m'en voulaient pas, mais j'ai été adjoint, et entre l'adjoint que j'étais il y a quelques années et le chef d'établissement que je suis aujourd'hui, il y a plus cette notion de leadership héroïque, comme tu le définis. Il y a plus une notion d'humilité, paradoxalement, alors qu'on s'investit et qu'on serait les premiers heureux de voir des résultats rapides. Il faut prendre du recul, du temps, et c'est de l'impatience. On apprend la patience, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, qui s'apprend un peu à terme. Au chef d'établissement. Le chef d'établissement veut être loyal comme chef vis-à-vis de l'institution qu'il sert. Et c'est bien normal, puisque en plus, il a eu des formations à l'éthique et à la déontologie pour lui apprendre véritablement ce qu'était qu'un chef qui devait rendre compte à sa hiérarchie. Mais je veux dire, ce n'est pas pour autant qu'un conseil pédagogique ou un comité de pilotage de l'auto-évaluation doit ressembler à un conseil des ministres. Et moi, je suis toujours étonné de voir que les chefs d'établissement qui passent leur temps finalement dans des relations informelles avec leurs équipes, ils sont en salle des profs, ils prennent la température, ils croisent quelqu'un dans un couloir, ah bah t'as une idée, bah ouais, on fait un projet. Puis après, ils vont voir un autre prof, une autre équipe pédagogique, on discute sur un coin de table. Il y a plein de pratiques informelles dans l'établissement scolaire qui sont aussi décisives que de réunir les gens dans un comité de pilotage ou dans un conseil ou l'équivalent d'un conseil d'administration en leur faisant prendre des tours de parole successifs. Donc, ce que tu dis, les petits ajustements, le fait que le chef d'établissement témoigne de la reconnaissance vis-à-vis des enseignants et des équipes pédagogiques, qu'il soit là, qu'il affirme une présence, qu'il soit aussi exemplaire d'une certaine manière aussi dans son attitude et ses postures, bah, c'est des éléments qui vont faciliter finalement la mise en œuvre de la démarche d'auto-évaluation. Donc, plutôt que s'enfermer dans un formalisme, il faudrait plutôt
prendre en considération toutes les dimensions informelles de la démarche d'auto-évaluation. Parce que c'est les dimensions informelles qui garantissent d'une certaine manière le succès, et le succès du formalisme quand on va rendre compte ensuite finalement aux autorités académiques ou quand les évaluateurs externes vont venir dans l'établissement commencer les premiers dialogues. Ça, on sait assez faire. L'informel, on sait le faire. Après, effectivement, ça demande un temps long, il faut être patient. Et il nous reste 3 minutes pour conclure. On pourrait parler encore quelques heures. Pour répondre à Bertilli qui dit que peut-on se saisir de l'auto-évaluation lorsque le système éducatif est lui-même prisonnier de ces problématiques? Eh bien, justement, il faut utiliser ces moments, ces évaluations pour pas reproduire ce système. Oui, moi je ne peux pas toujours envoyer au système et soi-disant le fait d'être prisonnier du système ou de son institution. Je crois qu'il y a toujours chez les chefs d'établissement des marges d'autonomie parce que tout simplement les textes ne peuvent pas tout prévoir. Et quand on lit les textes officiels, il faut savoir lire entre les lignes d'une certaine manière. Et savoir lire entre les lignes, un chef d'établissement, c'est aussi trouver des marges d'autonomie. Et puis, de toute façon, une démarche d'auto-évaluation qui fonctionne, une équipe pédagogique ou une communauté éducative en dynamique, qui a des effets ensuite sur l'amélioration de la réussite des élèves. Pourquoi les autorités académiques y seraient hostiles? Ça tire dans le même sens. Hein. Donc, il ne faut pas avoir non plus cette vision, quelquefois, assez négative d'une certaine manière, d'une hiérarchie qui ne penserait pas par rapport à des gens de terrain qui penseraient pour la hiérarchie. Ça peut exister, mais on a aussi quand même des cadres et des cadres intermédiaires dans les rectorats ou dans les DAZEN qui ont quand même l'intelligence aussi du contexte et des situations et qui sont capables de soutenir les chefs d'établissement. Donc, il ne faut pas non plus… voilà. On va devoir conclure. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a un cadre, mais rien ne nous interdit d'aller au bord du cadre. Et ça, c'est important. Voilà. De temps en temps, il faut aussi explorer l'ensemble du panel tout en restant dans le cadre. L'article 34, c'est un article d'innovation pédagogique. On pouvait prendre des expériences. Il fallait, certains l'ont pris, d'autres un peu moins. Il ne faut pas être frileux. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, qui est en mouvement. Et il faut qu'on tente des choses, justement pour s'exonérer de tous ces freins que nous nous mettons nous-mêmes. Et ça, c'est important. On pourrait faire un webinaire là-dessus, sur les freins qu'on se met nous-mêmes. Mais voilà, c'est intéressant. En tout cas, merci Romuald. Une question, si tu veux, que je pose en formation et que je vous laisse en termes de conclusion, c'est je pose la question, comment un cadre peut-il penser sans son cadre? Ou peut-il cadrer sans son cadre, plutôt? Comment un cadre peut-il cadrer sans son cadre? On a 3 heures pour y répondre. Voilà. En tout cas, merci. C'était intéressant. On aurait pu continuer encore. Donc, vous allez pouvoir, d'ici 10 minutes, rejoindre nos collègues qui vont faire la présentation du kit sur l'évaluation. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de fiches qui vont reprendre un petit peu l'ensemble des éléments sur lesquels on a échangé tous les deux. En tout cas, merci Romuald. C'était très intéressant. Comme quoi, l'évaluation peut être quelque chose d'ouvert, d'échange, de débat. Et surtout de ne pas s'enfermer. Donc, j'encourage tout le monde à se lancer dans cette évaluation qui, in fine, peut apporter des transformations et une dynamique à l'établissement. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à très bientôt. Voilà. Merci Romuald. Merci pour l'invitation et bon courage pour vos ateliers. Merci. Au revoir.